Je m'appelle Daniel. Voilà maintenant 12 ans que je gagne ma vie en tant que chauffeur routier. Je transporte des marchandises d'un État à l'autre, principalement pour de grandes chaînes alimentaires et des centres de distribution qui, eux, ne dorment jamais. La plupart du temps, ce sont des produits alimentaires, parfois du carburant. D'autres fois, des cargaisons diverses, celles qui permettent aux rayons de rester pleins sans que les gens aient à se demander d'où viennent réellement les choses qu'ils consomment chaque jour. Je suis marié depuis longtemps et j'ai un enfant brillant, bien plus intelligent que je ne l'étais à son âge. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je passe autant de temps sur la route. Les études coûtent cher et la fierté ne paie aucune facture. Chaque kilomètre parcouru fait partie d'un plan plus vaste, même si sur le moment, cela ne ressemble qu'à des heures coincées dans les embouteillages ou à attendre devant un quai de déchargement à 2 heures du matin. La plupart de mes journées se passent seul, assis dans la cabine du camion. Au fil des années, j'ai traversé plus d'endroits que je ne pourrais en compter. Des grandes villes, des villages minuscules et de longues portions d'autoroute où il semble n'y avoir rien d'autre que l'asphalte et le ciel. J'ai vu des endroits prospérer et d'autres disparaître lentement. Certaines villes donnent l'impression de s'accrocher désespérément à ce qu'elles étaient, d'autres semblent avoir déjà abandonné. Avec le temps, on apprend à reconnaître ces signes. Je tiens toujours mon carnet de bord à jour. Kilomètres, carburant, pause, horaire de livraison, tout est noté comme il se doit. Dans ce métier, la paperasse compte. On me demande souvent si conduire devient ennuyeux à la longue. Je réponds toujours non. Ce n'est pas de l'ennui, c'est une forme de confort. La routine apaise. Et puis j'ai accumulé suffisamment d'histoires sur la route pour tenir quelqu'un éveillé bien plus longtemps qu'il ne l'aurait prévu. La majorité sont sans importance, d'autres sont étranges. Toutes se sont produites pendant que je faisais simplement mon travail. Et si quelqu'un voulait vraiment savoir quand tout a commencé, quand a eu lieu cette nuit précise qui me revient encore parfois à l'esprit, il faudrait remonter à quelque chose d'aussi banal que mon amour pour les pancakes. La route finit toujours par suivre des schémas lorsqu'on la parcourt assez longtemps, et c'est souvent là que les histoires prennent naissance. Avec l'expérience, on apprend quels échangeurs valent le détour et lesquels il vaut mieux éviter. On sait où trouver des toilettes propres, quelles stations-service gardent leurs pompes ouvertes tard et quels restaurants n'auront aucun problème à vous voir entrer à 3 heures du matin avec une veste imprégnée d'odeur de diesel. Peu à peu, on cesse d'expérimenter, mais on retourne aux endroits qui vous traitent correctement. C'est exactement comme ça que j'ai découvert Mathilda's. Mathilda's se trouve juste à la sortie de l'autoroute 50, suffisamment en retrait pour que le bruit de la circulation disparaisse si l'on n'y prête pas attention. À l'entrée, un vieux panneau représente une femme dessinée tenant une cafetière, souriante avec des dents d'un blanc exagéré. La nuit, les lumières bourdonnent légèrement, mais elles restent toujours allumées. J'y faisais halte depuis environ 3 ans, chaque fois que mon trajet coïncidait, et je n'ai jamais vu l'endroit fermé. Ce n'était pas un restaurant chic. Les banquettes en vinyle étaient craquelées par endroits et je doute qu'elles aient été remplacées depuis les années 1980. Les tables vacaillaient si on s'appuyait trop fort dessus. Un jukebox trônait dans un coin, capable de jouer 3 morceaux, dont 2 sautaient toujours au même passage. Personne ne cherchait à le réparer, c'était simplement devenu une partie de l'ambiance du lieu. Ce qui comptait vraiment, c'était la nourriture. Chez Mathilda's, les pancakes étaient faits maison, ça se voyait immédiatement. Ils n'étaient jamais parfaitement ronds ni identiques, les bords étaient irréguliers et ils absorbaient le beurre comme de vrais pancakes le doivent. Rien à voir avec ces pâtes industrielles qui ont le goût de rayons de supermarché. Les assiettes arrivaient brûlantes, la vapeur s'en échappait encore, et personne ne vous pressait pour manger. Le café était servi à volonté, sans discussion, et les tasses étaient suffisamment épaisses pour ne pas vous brûler les mains. Pour un routier qui vit essentiellement de 2 choses, les glucides et la caféine, c'était quasiment l'idéal. C'est pour cette raison que j'y revenais encore et encore. Rien de mystérieux là-dedans. Quand on trouve un endroit qui nourrit bien et ne pose aucun problème, on s'en retient. Je venais souvent tard, parfois juste avant minuit, parfois à l'approche de l'aube. Mathilda's semblait s'en moquer. Les mêmes serveuses travaillaient la plupart des nuits et elles me connaissaient suffisamment pour que je n'ai même plus besoin de commander. Pancakes, suppléments de beurre, café, toujours pareil. Il m'a fallu du temps avant de m'apercevoir que quelque chose n'allait pas. Il y avait une banquette près du mur du fond. La 7e en partant du comptoir, si l'on comptait de gauche à droite. La banquette numéro 7.
Pendant longtemps, elle n'avait rien de particulier à mes yeux. Puis, un soir, j'ai remarqué qu'un homme y était assis. La fois suivante, où je suis revenu, il était encore là, et la fois d'après aussi. Il portait un trench coat, même en plein été, un manteau sombre, trop épais pour la saison. Sur la tête, un chapeau à l'ancienne, comme sorti d'un vieux film noir, abaissé suffisamment bas pour masquer une partie de son visage. Mais ce qui attirait vraiment l'attention, c'étaient les lunettes. Des verres épais, si foncés qu'il était impossible de distinguer ses yeux. Il les portait à toute heure, quelle que soit la météo ou la lumière à l'extérieur. Devant lui, il y avait toujours un journal ouvert. Au début, je me suis dit qu'il s'agissait simplement d'un habitué. Chaque dîneur en a au moins un, ce genre de client silencieux qui s'installe toujours au même endroit et fait partie du décor. Avec le temps, pourtant, quelque chose a commencé à me troubler. Peu importe le jour ou l'heure à laquelle je passais, parfois tôt dans la nuit, parfois bien après minuit, parfois à des semaines d'intervalle, il était toujours là. Même banquette, même manteau, même chapeau, même journal, même posture rigide. Je ne l'ai jamais vu manger. Pas une seule fois. Finalement, la curiosité a pris le dessus. Une nuit, j'ai demandé à la serveuse ce qu'il en était. Elle s'appelait Linda. Elle travaillait à Matildas depuis plus longtemps que je ne m'y arrêtais moi-même. J'ai simplement hoché la tête en direction de la banquette numéro 7 et je lui ai demandé si cet homme finissait un jour par partir. Elle a jeté un coup d'œil rapide vers le fond de la salle, haussé les épaules et répondu qu'il attendait quelqu'un. Elle l'a dit comme on récite une phrase apprise par cœur, une réponse qu'elle avait déjà donnée des dizaines de fois. D'après elle, il commandait toujours la même chose, un café noir. Sans crème, sans sucre. Il restait assis là pendant des heures, réglait l'addition, puis disparaissait. Et la fois suivante, où quelqu'un le remarquait, il était de retour. Personne ne savait vraiment qui il attendait, ni pourquoi. Ce sont les marques sur ses bras qui ont attiré mon attention ensuite. Si l'on passait près de sa table pour aller aux toilettes, on pouvait parfois les voir, là où les manches de son manteau remontaient légèrement. Des traces sombres, irrégulières, semblables à d'anciennes brûlures. Elles n'étaient ni récentes, ni complètement estompées. Il ne cherchait pas à les cacher, et il ne semblait pas non plus se soucier qu'on les remarque. Je gardais mes distances. Ce n'était pas mes affaires. Un soir, alors que je me dirigeais vers la sortie, je l'ai vu se lever de la banquette. Il bougeait avec raideur, comme quelqu'un qui n'était pas habitué à rester assis aussi longtemps. En passant près de moi, quelque chose est tombé de sa mallette et a glissé sur le sol, s'arrêtant près de mes bottes. Il ne s'en est pas rendu compte. Il a poussé la porte et disparu dehors avant que je puisse l'interpeller. Je me suis penché pour ramasser l'objet. C'était une brochure. Elle avait l'air ancienne. Le papier était jauni, l'encre légèrement passée, mais le texte restait lisible. Elle faisait la promotion d'un abri anti-atomique, le genre que l'on vendait à la fin des années 50 et au début des années 60. Installation dans le jardin, murs renforcés, réserve prévue pour durer. Protection pour toute la famille. J'ai reconnu ce genre de document immédiatement. Mon grand-père m'avait montré quelque chose de similaire quand j'étais enfant, en me parlant de la guerre froide et des peurs qui dominaient cette époque. Les dates imprimées sur la brochure correspondaient parfaitement à cette période. Je suis resté immobile un instant, la brochure à la main, me demandant s'il allait revenir la chercher. Il ne l'a pas fait. J'ai demandé à Linda si elle l'avait vu sortir. Elle m'a répondu qu'elle n'a rien remarqué. Alors j'ai plié la brochure et je l'ai glissée dans la poche de ma veste. Je me suis dit que si je le revoyais, je lui rendrais. J'ai terminé mon café, réglé l'addition, puis je suis retourné au trumeau. La semaine suivante s'est déroulée comme la plupart des semaines sur la route. Des kilomètres avalés les uns après les autres, des créneaux de livraison à respecter et des repas pris à la va-vite entre deux arrêts. Quand mon itinéraire m'a de nouveau rapproché de l'autoroute 50, je n'ai même pas eu à réfléchir à l'endroit où je m'arrêterais. J'ai pris la sortie presque par automatisme, garé le camion à sa place habituelle, puis marché jusqu'à Matildas comme je l'avais fait des dizaines de fois auparavant.
La nuit était calme. À l'intérieur, rien n'avait changé. Les mêmes banquettes usées, le même jukebox silencieux, la même odeur persistante de café chaud et de beurre fondu. J'ai commandé mon habituel et pris mon temps. Les pancakes étaient toujours aussi bons. J'ai bu plus de café que nécessaire, sans vraiment prêter attention à l'heure qui avançait. À un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais plus envie de rester enfermé. Mathildas n'avait jamais eu de problème avec le fait qu'on sorte prendre l'air avec sa tasse, tant qu'on la rapportait. J'ai attrapé la mienne et je suis sorti par la porte latérale. Je me suis appuyé contre le mur, près de l'arrière du bâtiment, et j'ai levé les yeux vers le ciel. Loin des lumières de l'autoroute, les étoiles étaient plus nombreuses que ce à quoi on s'attend habituellement. Je me suis perdu dans mes pensées, réfléchissant à la prochaine portion du trajet, à la façon dont la cargaison était empilée dans la remorque, au magasin qui devait être livré en priorité, et au temps qu'il me faudrait pour atteindre la prochaine ville sans tomber sur trop de circulation. Puis j'ai contourné le coin du bâtiment. Derrière le diner, l'éclairage était plus faible, juste assez pour distinguer les bennes à ordures alignées contre le mur, et près d'elle se tenait l'homme de la banquette numéro 7. Son trench coat pendait étrangement sur lui. Il ne lui allait plus comme à l'intérieur, comme si son corps avait changé ou rétréci à l'intérieur du vêtement. Il était penché en avant, dans une posture qui semblait inconfortable, presque douloureuse. Son dos était plus courbé que dans mon souvenir. Pendant une seconde, j'ai tenté de me rassurer. Mon propre enfant souffrait de scoliose et j'avais appris à ne pas tirer de conclusions hâtives sur la posture des gens. Chacun porte la douleur à sa manière. J'ai fait un pas vers lui, pensant lui demander s'il avait besoin d'aide. Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Il s'est penché davantage et a vomi sur le bitume. Ce qui a touché le sol n'avait rien de normal. Ce n'était pas liquide. La substance était épaisse, noire, et s'accumulait en une masse compacte avant de commencer à bouger. Elle ondulait contre le béton, lourde et luisante, comme quelque chose de vivant. Cela m'a rappelé un calmar flèche, la façon dont il se tord et se propulse dans son propre ancre. Je suis resté figé, la tasse de café toujours dans la main, incapable de comprendre ce que je voyais. L'homme s'est redressé lentement. Il a sorti un mouchoir de sa poche et s'est essuyé la bouche avec un calme presque méthodique. Pendant un bref instant, ses lunettes ont glissé le long de son nez. J'ai vu ses yeux. Il y en avait 5. Ils étaient éparpillés sur son visage pâle et son front humide. Ils clignaient, mais pas ensemble. Chacun semblait bouger indépendamment des autres, s'ouvrant et se fermant sans coordination. Je n'ai pas cherché à en voir davantage. Je me suis reculé brusquement et me suis plaqué contre une porte de service près du mur, retenant mon souffle, tandis qu'il tournait la tête dans ma direction. Il a réajusté ses lunettes, les remettant bien en place, puis est passé devant moi sans ralentir, sans même modifier son allure. Je suis resté immobile et écouté le bruit de ses pas traverser le parking. Un instant plus tard, j'ai entendu une portière s'ouvrir, puis se refermer. Quand j'ai jeté un coup d'œil, je l'ai vu monter dans une vieille Chevrolet bleue stationnée près du bord du terrain. Le moteur a démarré et la voiture s'est éloignée dans la direction de l'autoroute. Je suis resté là encore un moment. Quand j'ai enfin regardé vers les bennes à ordures, la chose noire était toujours là. Elle s'était rapprochée de l'ombre, glissant lentement entre les conteneurs avant de disparaître complètement. Je suis rentré à l'intérieur. Je n'ai pas fini mon café. J'ai payé la deal, fait un signe de tête à Linda et je suis sorti sans dire grand-chose. Je suis remonté dans le camion et j'ai mis le moteur en marche. Après cette nuit-là, mes habitudes ont changé sans que je me rende compte immédiatement. Je me suis convaincu que ce n'était qu'une question de planning, que mes livraisons ne coïncidaient plus avec l'autoroute 50 pendant quelque temps. Mais au fond, je savais que ce n'était pas toute la vérité. J'ai accepté des trajets plus longs, fait des détours inutiles et mangé dans des endroits qui ne m'inspiraient rien de particulier. Je mangeais correctement, je buvais toujours autant de café, mais je ne suis plus retourné à Mathildas. Une semaine entière s'est écoulée avant que mon itinéraire ne me ramène dans le secteur. Cette fois-là, je n'ai même pas eu besoin de chercher quoi que ce soit. J'ai vu les lumières de loin. Des éclats rouges et bleus perçaient l'obscurité, se reflétant sur la chaussée vide. En prenant la sortie, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Le parking était bloqué par des voitures de police. Du ruban jaune barrait l'accès.
Les fenêtres du diner étaient condamnées par de grossières plaques de contreplaqué clouées à la hâte. Le vieux panneau était toujours là, mais les lumières étaient éteintes. Je me suis garé plus loin que d'habitude et j'ai approché à pied. Un agent s'est avancé avant que je puisse m'approcher davantage. Il était jeune, peut-être au milieu de la vingtaine. Sa veste semblait encore neuve, trop rigide, comme si elle n'avait pas encore pris la forme de son corps. Son badge indiquait le nom Jim. « Bonsoir, monsieur. C'est fermé, m'a-t-il dit. »« Je vois bien. Je suis un habitué. Je m'arrêtais ici souvent. Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. Il a hésité, jeté un coup d'œil derrière lui, puis m'a regardé à nouveau. « Vous êtes avec le propriétaire ?»« Non, juste un client régulier. » Je lui ai expliqué que je venais ici depuis environ 3 ans, simplement pour manger des pancakes et boire du café. Jim a soupiré et observé le bâtiment. « Très bien, autant vous le dire. De toute façon, ça ne changera plus grand-chose maintenant. » Il m'a raconté qu'il y avait quelques jours, l'aide cuisinier n'était pas venu travailler. Un homme âgé, discret, qui n'avait jamais manqué un seul service auparavant. Après plusieurs heures sans nouvelles, la serveuse avait donné l'alerte. Ce n'était pas dans ses habitudes. « Alors vous avez fouillé les lieux ?» ai-je dit. Jim s'est passé la main dans les cheveux. « Oui, de l'entrée jusqu'au fond. Et quand on a ouvert le congélateur, on l'a trouvé. Il était mort. Aucun signe évident de violence. Rien qui expliquait immédiatement ce qui avait causé son décès. Jim m'a précisé que la porte du congélateur était trop lourde pour être ouverte ou fermée de l'intérieur par une seule personne. C'était la raison pour laquelle plusieurs employés travaillaient toujours en cuisine, même dans un diner aussi petit. Puis il a marqué une pause. Et ce n'était même pas le plus étrange. Il m'a expliqué que le congélateur était rempli de calmars flèches, du sol au plafond. Rien d'autre, juste des calmars. Ça n'a aucun sens, ai-je murmuré. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Ils servent du bacon et des pancakes ici. Ils n'utilisent pas de calmars. Il a ajouté qu'ils en avaient aussi retrouvé dans la voiture du cuisinier, sur le siège avant comme dans le coffre, et encore d'autres dans son casier personnel à l'arrière. Toujours la même chose, sans aucune explication logique. Je suis resté silencieux. Jim m'observait attentivement. « On dirait que vous essayez de vous souvenir de quelque chose. Il y avait un homme qui venait ici souvent. Il s'asseyait au fond, un trench coat, ai-je dit. Jim a secoué la tête. On n'a trouvé personne correspondant à cette description. Vous pensez à un suspect ? Je ne sais pas ce que je pense, juste quelqu'un que j'ai remarqué. Il a expiré lentement. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être quelqu'un de malade, peut-être quelqu'un qui voulait envoyer un message. En tout cas, c'est l'affaire la plus étrange qu'on ait eue dans le coin. Je lui ai demandé si le diner allait rouvrir. Il m'a répondu que oui, mais sous un autre nom. Le propriétaire avait vendu. Le lieu serait rénové, modernisé, mais le bâtiment resterait le même. Les employés resteraient également. Les emplois étaient rares et les gens s'accrochaient à ceux qu'ils avaient. Je l'ai remercié et je suis reparti. L'affaire n'a jamais vraiment avancé. Elle a fait les journaux locaux pendant un temps, avec toujours les mêmes mises à jour. Aucun suspect, aucune cause claire, rien qui tienne debout. Puis une autre histoire a pris sa place, comme toujours. Matilda s'est restée fermée pendant plusieurs mois. Ensuite, les panneaux sont disparus, les fenêtres ont été dégagées. Un nouveau nom est apparu, propre et lumineux. L'intérieur avait été refait, plus moderne. Le jukebox, lui, n'est jamais revenu. J'ai souvent pensé que si je m'y arrêtais à nouveau, je verrais l'homme au trench coat assis à la banquette 7, comme si rien ne s'était passé. Même posture, même journal, même café noir. Je n'ai jamais vérifié. Depuis, quand l'autoroute 50 apparaît sur mon planning, je m'assure de la traverser sans m'y arrêter. Je n'ai jamais expliqué pourquoi. Il y a suffisamment de diners sur la route pour trouver des pancakes ailleurs. Mais parfois, quand je passe cette sortie de nuit, je jette un coup d'œil un peu plus long que d'habitude dans mes rétroviseurs. Après Matilda's, j'ai repris la route comme je l'avais toujours fait, laissant le hasard décider de la suite.
Les semaines ont passé, puis les mois. Un jour, une livraison m'a fait traverser le Nebraska. Ce n'était pas fréquent. Habituellement, mon travail me maintenait plus au sud et à l'ouest, mais il arrive parfois qu'un chargement soit réaffecté et qu'on se retrouve soudain sur un itinéraire totalement différent. C'était l'un des rares aspects de ce métier que j'appréciais encore. On peut rouler pendant des années sur les mêmes axes, puis, sans prévenir, le paysage change et donne l'impression de repartir de zéro. Yellowfield faisait partie de ces endroits. On la voyait bien avant d'y arriver. Des kilomètres entiers de champs de maïs s'étendaient de chaque côté de la route, plats, ouverts, à perte de vue. Sous la bonne lumière, les cultures ressemblaient à une mer jaune et dorée, ondulant doucement au passage du vent. J'avais traversé beaucoup de régions agricoles au fil des ans, mais cette partie du Nebraska avait toujours quelque chose de particulier. La ville de Yellowfield se trouvait en plein cœur de cet océan végétal. C'était une vieille cité agricole, fondée au début des années 1930. Le maïs avait toujours été au centre de tout. La vie locale tournait autour des semis, des récoltes, du stockage et de la vente. Tout, d'une manière ou d'une autre, revenait à cette plante. Je livrais dans un unique grand supermarché, un bâtiment massif en béton qui desservait toute la région. À part cela, la ville fonctionnait presque en autonomie. De petits commerces, des fermes familiales, des habitants qui se connaissaient tous et ne semblaient jamais pressés. Je ne passais par Yellowfield qu'une fois par an, parfois moins selon les contrats, et à chaque fois, elle semblait figée dans le temps. Mais cette fois-là, quelque chose était différent. J'y suis arrivé au milieu du printemps, juste après la fin d'un hiver long et rude. Les habitants appelaient cela la dernière gelée. D'après le responsable du quai de livraison, c'était le signal du début de la saison des plantations. Les champs étaient encore vides, rien ne poussait pour le moment, mais le sol restait couvert de tiges sèches laissées par la récolte précédente, donnant à la terre cette teinte jaune caractéristique. La ville, elle, semblait étonnamment animée. En entrant, j'ai remarqué bien plus de voitures que d'habitude garées le long de l'axe principal. Des banderoles étaient suspendues entre les lampadaires, des stands étaient installés sur les trottoirs, des groupes de gens marchaient ensemble, riaient, discutaient. J'ai même aperçu plusieurs camions stationnés à l'entrée de la ville. Des routiers que je reconnaissais de la route. Ça a immédiatement attiré mon attention. J'ai commencé par faire ma livraison. Tout s'est déroulé sans accroc. Le responsable a signé les documents, m'a remercié, puis m'a dit que j'étais arrivé au bon moment. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il m'a expliqué que le festival débutait ce soir-là. J'ai suivi l'ambiance sonore jusqu'au centre-ville. Yellowfield avait transformé toute sa rue principale en lieu de fête. Des stands bordaient la chaussée, chacun proposant quelque chose à base de maïs. Tarte au maïs, soupe au maïs, pain de maïs, bonbons enveloppés de papier coloré, maïs frit sur bâtonnet, pop-corn décliné de dizaines de saveurs. Un bar local proposait même une bière au maïs, servie à la pression. Je n'ai hésité une seconde. Comme je l'ai déjà dit, les routiers survivent grâce à deux choses, les glucides et la caféine. Là, j'étais clairement dans la partie glucides. J'ai goûté à un peu de tout. Je n'ai jamais prétendu avoir des goûts raffinés, et ce genre de cuisine simple me convenait parfaitement. Je mangeais debout, appuyé contre des barrières, discutant des vendeurs qui me racontaient avec fierté depuis combien de générations leur famille vivait ici. J'ai croisé d'autres chauffeurs que je connaissais. On a parlé de trajets, de délais, de prix du carburant, comme toujours. Certains avaient décidé de rester pour la nuit. Le festival ne donnait pas l'impression qu'on devait le traverser à la hâte. Au fil de la soirée, la ville est restée animée. De la musique résonnait près de la place centrale. Les gens passaient d'un stand à l'autre avec de la nourriture à la main. Les enfants couraient avec des gobelets de pop-corn. Tout le lieu semblait s'être réveillé d'un seul coup. J'ai consulté mon planning et réalisé que je n'avais aucune contrainte avant le lendemain matin. La livraison était faite et l'étape suivante n'était pas loin. J'ai décidé de rester pour la nuit. Il y avait un petit motel à l'entrée de la ville, modeste mais encore loin d'être complet. J'ai réservé une chambre avant qu'il n'affiche complet, puis je suis ressorti. Plus tard dans la soirée, quelques-uns d'entre nous se sont retrouvés dans le bar du coin. La bière au maïs était plus forte qu'elle n'en avait l'air et descendait trop facilement. L'endroit était bruyant, chaleureux, rempli de conversations qui se chevauchaient. C'était une bonne soirée, simple, sans prétention, exactement le genre de moment qui vous fait oublier la route. J'ai été le premier à me lever. J'ai salué les autres, puis je suis sorti dans l'air frais du printemps. Les sons du festival continuaient derrière moi, étouffés par la distance. En marchant vers le motel, je me souviens avoir pensé que Yellowfield semblait plus vivante que jamais, comme si toute la ville avait décidé de respirer d'un seul coup. Je suis allé me coucher tôt. Je ne savais pas encore ce qui m'attendait.
Le lendemain matin, des bruits m'ont tiré du sommeil. Au début, j'ai cru que le festival reprenait déjà, mais quelque chose clochait. Les sons n'étaient pas réguliers, des voix se superposaient, quelqu'un pleurait. Je me suis redressé dans le lit, encore à moitié endormi, puis je me suis approché de la fenêtre. Des gens étaient rassemblés sur le parking et le long de la route. Une femme se tenait près de l'entrée, les mains plaquées sur son visage. Quelques hommes parlaient à voix basse. J'ai reconnu plusieurs routiers de la veille. Ils étaient regroupés ensemble, silencieux, tendus. Pas de blague, pas de café à la main, rien de normal. J'ai enfilé ma veste et je suis descendu. Personne ne m'a empêché de sortir. Je me suis dirigé vers le groupe de chauffeurs. L'un d'eux s'est tourné vers moi. Il s'appelait Ben. On se croisait depuis des années sans vraiment se connaître. Il n'a pas pris de détour. « C'est Sullivan, ils l'ont retrouvé. »« Retrouvé où ?» ai-je demandé. Ben a détourné le regard avant de répondre. « Dans un champ de maïs, pas loin de la ville. » Un autre chauffeur a complété ce qu'il n'arrivait pas à dire. Sullivan avait été retrouvé attaché à un poteau au milieu d'un champ appartenant à un agriculteur. Il était déjà mort quand on l'avait découvert. Quelqu'un avait vidé son corps de l'intérieur, puis avait rempli la cavité avec des épis, des graines et des enveloppes de maïs. Non loin de là, il y avait un foyer improvisé, avec des traces sombres sur le sol. L'hypothèse était que ces organes avaient été brûlés sur place. Autour de nous, les gens pleuraient ouvertement. Quelqu'un a dit que la police avait été appelée, d'autres affirmaient qu'elle arrivait déjà. En l'espace d'une nuit, la ville semblait s'être refermée sur elle-même. J'ai demandé si quelqu'un avait vu quelque chose d'étrange pendant la soirée. Une présence inhabituelle, une personne qui traînait, quelqu'un à qui Sullivan aurait parlé. Personne n'avait de réponse claire. Je remarquai cependant autre chose. Les habitants de Yellowfield, rassemblés un peu plus loin, nous observaient. Et à mesure que nous parlions, leur attitude changeait. Les conversations se taisaient brusquement. Certains commençaient à ranger leurs affaires. Les visiteurs quittaient la ville les uns après les autres sans poser de questions, sans s'arrêter. Ben s'est rapproché et a baissé la voix. « J'ai eu un truc bizarre cette nuit. Un gamin a frappé à ma porte au motel, 2 fois. Il demandait du ketchup. Il disait qu'il en voulait pour manger sa pomme. » J'ai froncé les sourcils. « C'est étrange, mais les enfants font parfois des choses bizarres. » Ben a haussé les épaules. « Peut-être. Mais quand je l'ai regardé, ses yeux étaient entièrement noirs. Pas de blanc. Rien. » Avant que quelqu'un ne puisse poser une autre question, des voitures de police sont arrivées sur le parking. Les agents sont descendus et ont commencé à éloigner les gens. On nous a demandé de rentrer dans nos chambres si nous en avions une. La conversation s'est arrêtée là. En remontant vers le motel, mon esprit revint à Mathildas. Je n'en avais jamais parlé à personne, mais l'image était toujours là. L'homme du trench-coat, les calmars, la façon dont tout s'était effondré sans prévenir. J'avais traversé cette région. Les disparitions n'y étaient pas inconnues. Les accidents arrivaient. Mais cette fois, c'était différent. Je n'ai pas pris mon temps pour faire mes bagages. J'ai consulté mes cartes, pris une décision et je suis parti sans attendre que la situation évolue davantage. Je suis monté dans le camion et j'ai quitté Yellowfield dès que j'en ai eu l'occasion. Après Yellowfield, je suis retourné au travail. J'ai repris les livraisons, les départs à l'aube, les arrivées tardives, comme si rien ne s'était passé. Quand je le pouvais, je restais plus près de chez moi. Yellowfield n'est pas revenu sur mes itinéraires pendant longtemps et je n'ai jamais cherché à en reparler. Certaines choses sont plus faciles à laisser là où on les a trouvées. Les mois ont passé. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé ma femme installée sur le canapé, absorbée par une émission de faits divers. Elle a toujours aimé ce genre de programme. Je ne m'y suis pas intéressé tout de suite. J'ai enlevé mes bottes, nous ai servi quelque chose à boire, puis je me suis assis à côté d'elle. C'est là que j'ai entendu le nom. Yellowfield, Nebraska. J'ai levé les yeux vers l'écran. On y voyait des images aériennes de champs de maïs, des routes désertes et de vieilles photos d'une ville que j'ai reconnue immédiatement. Ma femme a remarqué mon silence et a coupé le son. Cet épisode est passé aujourd'hui. J'ai pensé à toi. T'y es déjà allé, non ? J'ai hoché la tête. Elle a remis le programme. Le documentaire avançait lentement, méthodiquement. L'enquête révélait que Yellowfield connaissait des disparitions depuis des décennies. Des touristes, des travailleurs saisonniers, des gens de passage, sans attache locale. Pendant longtemps, rien ne reliait les cas entre eux. La ville était petite, les archives éparpillées. Aucun motif évident. Jusqu'au jour où quelqu'un a pris le temps de tout recouper. Ils ont fini par découvrir un schéma.
Le programme expliquait qu'un petit groupe d'habitants suivait des croyances religieuses qui n'étaient pas rattachées à aucune institution officielle. Ils ne faisaient pas partie d'aucune église reconnue. Ils se réunissaient discrètement, loin des regards. Leur pratique tournait autour des cycles agricoles, des récoltes et des offrandes. Avec le temps, ces offrandes avaient changé de nature. Elles étaient devenues humaines. Les meurtres survenaient toujours à la même période de l'année, juste avant les semailles ou les récoltes. Les victimes étaient choisies avec soin, des inconnus, des gens de passage, des personnes dont l'absence ne serait pas remarquée immédiatement. Pendant des années, le groupe avait évité l'attention en espaçant les actes, en limitant leur nombre. Mais selon le documentaire, ils avaient fini par vouloir plus, des récoltes plus abondantes, une prospérité plus rapide. Ils avaient pris Sullivan parce qu'il était là, parce qu'ils pensaient que personne ne ferait le lien. C'était leur erreur. Sa mort avait attiré une attention qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Le documentaire a donné un nom à ce qu'ils vénéraient. Ils l'appelaient Namor, une divinité associée à la récolte et à la renaissance. Les rituels étaient censés assurer la prospérité, la protection et le renouveau de la ville. Les sacrifices humains faisaient partie intégrante de ces rites, surtout à l'approche des saisons clés. Dans les mois qui ont suivi la mort de Sullivan, des corps ont été découverts dans les terres agricoles alentours, dispersés dans des champs abandonnés, loin du centre-ville. Tous présentaient le même schéma. Quand les autorités ont commencé à comprendre l'ampleur de ce qui se passait, la plupart des membres du groupe avaient déjà disparu. Certains avaient fui, d'autres avaient refusé de coopérer. Quelques-uns avaient été retrouvés morts dans des circonstances floues. Sans preuves suffisantes pour poursuivre tout le monde, l'affaire s'est enlisée. Aujourd'hui, Yellowfield est presque abandonné. Les images montraient des rues vides, des maisons barricadées, des champs laissés à l'abandon. Le supermarché était fermé, le motel désert. Une ville autrefois animée s'était vidée de l'intérieur. Quand l'émission s'est terminée, ma femme m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que oui. Ce soir-là, je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit que je resterais loin de Yellowfield et de tous les endroits qui lui ressemblaient, que je ferais tout pour garder mes trajets plus proches de la maison. Je lui ai dit que certains endroits ne sont pas faits pour être traversés plus d'une fois. Elle m'a serré contre elle. Elle était simplement heureuse de m'avoir plus souvent à la maison. Pendant un moment, tout semblait redevenir normal. J'entendais mon enfant jouer à l'étage, courir d'une pièce à l'autre, faire ce bruit familier qui rappelle que la vie continue. La route était derrière moi, almost pour un temps. Je n'avais pas besoin de penser à la prochaine livraison. Et pourtant, je n'ai jamais réussi à oublier complètement ce que j'avais vu. Voilà deux des histoires les plus étranges que j'ai rapportées de la route. J'en ai d'autres, tous les chauffeurs en ont. Quand on passe assez d'années à conduire de nuit, on finit par voir des choses qu'on n'explique pas. La plupart des gens sont ordinaires, certains sont gentils, d'autres fatigués. Et puis, il y en a quelques-uns qu'on n'oublie jamais. Certains endroits aussi. Des villes bâties autour d'idées qu'il vaudrait mieux laisser dormir. Des dinars qui servent des pancakes et cachent une banquette au fond. Des champs paisibles jusqu'au jour où on apprend ce qu'ils ont vraiment nourri. La route relie tout cela, qu'elle le veuille ou non.